Chers élèves, bonjour. Lors de la séance précédente, on a vu que lors de l'élevage des souris dans l'Institut Pasteur, il y avait apparition d'une souris qui est obèse et diabétique. Et on a vu que ce caractère il est dû à un défaut au niveau de la synthèse d'une protéine qui est l'insuline. Et par la suite, on peut dire qu'il y a une relation entre la protéine et le caractère héréditaire. Bien sûr, ce changement au niveau du caractère, il est dû à une modification au niveau de l'ADN. Et de là, on peut déduire qu'il y a une relation entre gène, ou bien ADN, information génétique, et protéines. Ça va? Et bien sûr, le protéine, c'est lui qui est responsable de l'apparition du caractère héréditaire. Donc, il y a relation gène, ou bien ADN, protéine, et relation protéine, caractère héréditaire. Donc, l'ADN, à travers son expression, il va aboutir à la formation de protéines qui va donner un caractère héréditaire. Donc, dans cette séance, on va voir comment se fait l'expression de l'information génétique pour donner un caractère héréditaire. Donc, cette partie, ou bien cette leçon, on va la subdiviser en deux parties. Donc, la première partie de l'ADN à l'ARN, et qu'on va appeler cette étape la transcription. Comme on peut le déduire à partir des schémas, donc là, vous avez une cellule, là, on a le noyau, et le cytoplasme, bien sûr, la membrane cytoplasmique. Au niveau de la membrane, il y a l'information génétique, et en l'occurrence, on va travailler sur un gène, par exemple, un gène qui est responsable d'un caractère héréditaire quelconque. Ce gène, elle est responsable, ou bien elle commande, ou bien elle contrôle la synthèse des protéines. Or, la synthèse des protéines, l'atelier, si vous voulez, de la fabrication, bien de la synthèse des protéines, se fait au niveau du cytoplasme. Et de là, elle se pose un problème, surtout que l'ADN, ou bien les chromosomes, se localisent au niveau du noyau et ne quittent pas le noyau. Donc, comment l'information génétique contenue dans le noyau va contrôler, si vous voulez, la synthèse des protéines qui se fait au niveau du cytoplasme. Donc, au niveau de la problématique, l'information génétique, elle est localisée dans le noyau et bien sûr ne quitte pas le noyau. C'est très important. Et alors que la synthèse des protéines, elle se fait dans le cytoplasme. Donc, comment l'information génétique arrive-t-elle au cytoplasme qui est le lieu de synthèse des protéines? Donc, bien sûr, pour répondre à ce problème, on doit tout d'abord chercher, donc on peut supposer qu'il y a un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Donc, on va essayer de chercher cet intermédiaire. Donc, à la recherche de l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Pour cela, on va exploiter une expérience, les données d'une expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'entamer bien sûr l'expérience, il faut rappeler que cet intermédiaire doit avoir certains caractères. Il doit être, si vous voulez, présent, si on veut le chercher, il doit être présent dans le noyau et dans le cytoplasme, et doit porter l'information génétique qui commande, bien sûr, la synthèse des protéines. Et quand on dit la synthèse des protéines, il y a la succession ou bien la suite des acides aminés. Parce que changement d'un seul acide aminé peut induire ou bien entraîner une modification, une mutation qui entraîne des maladies. Donc, au niveau de l'expérience, qu'est-ce qu'on fait? On va isoler les différentes constituants cellulaires et moléculaires de cellules fabriquant l'hémoglobine. Par exemple, les érythroblastes qui sont à l'origine des globules rouges. Les globules rouges qui sont les cellules qui transportent l'oxygène via l'hémoglobine. Ces constituants, on va les introduire dans des cellules qui sont incapables de synthétiser de l'hémoglobine. Donc, on va travailler sur deux cellules. Une cellule synthétisant l'hémoglobine, il s'agit en l'occurrence des érythroblastes, et une cellule qui ne synthétise pas l'hémoglobine,
comme exemple, on travaille sur l'ovule. On peut prendre un ovule qui, comme vous le savez, ne synthétise pas l'hémoglobine. Et ceci afin de tester, bien sûr, leur capacité à transmettre l'information pour la synthèse de l'hémoglobine. C'est-à-dire, autrement dit, on va chercher la molécule qui existe ou qui est présente dans l'érythroblaste et qui va contenir l'information qui est nécessaire pour la synthèse de l'hémoglobine, et on va la prouver lorsqu'on va l'injecter dans l'ovule, par exemple, ou bien dans la cellule qui est incapable à l'origine de produire de l'hémoglobine. Donc là, on a un tableau qui représente le résultat. Voilà. Donc, on a les constituants injectés et puis le résultat. Donc, les constituants injectés sont les ribosomes, ce sont des organites cellulaires, l'ARN M, les mitochondries et le réticulum endoplasmique. Au niveau de la synthèse d'hémoglobine, c'est-à-dire le résultat qu'on attend, c'est est-ce qu'il y a synthèse ou pas de l'hémoglobine. Donc, lorsqu'on va inoculer, si vous voulez, ou bien injecter les ribosomes dans l'ovule, on constate ou bien on remarque que l'ovule ne synthétise pas l'hémoglobine. Si on injecte l'ARN messager, une molécule qu'on a trouvée au niveau du cytoplasme, on constate que l'ovule qui est incapable de synthétiser l'hémoglobine, elle va ne synthétiser l'hémoglobine. Bien sûr, par des techniques propices, on peut montrer la présence de l'hémoglobine. Lorsqu'on injecte les mitochondries, au niveau des cellules incapables de synthétiser l'hémoglobine, on constate qu'il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine. Et on fait un réticulum endoplasmique. Lorsqu'on va inoculer au niveau de l'ovule, on remarque qu'il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces résultats et de cette expérience? Donc, l'ARN seul, lorsqu'on va l'injecter ou bien l'inoculer à l'ovocyte, par exemple, qui est incapable de synthétiser l'hémoglobine, elle va synthétiser l'hémoglobine. Et par la suite, on peut supposer que l'ARN M, elle contient, si vous voulez, l'information nécessaire pour la synthèse de l'hémoglobine, puisque l'ovule arrive à synthétiser l'hémoglobine malgré qu'il ne le fait pas. Donc, au niveau de l'analyse, je dirais que seul l'ARN M a permis la synthèse de l'hémoglobine par des cellules incapables à l'origine de former de l'hémoglobine. Interprétation, l'ARN M est l'intermédiaire, on peut le supposer, que l'ARN M est l'intermédiaire entre l'ADN du noyau et le cytoplasme. Donc, comme je disais tout à l'heure, que si l'ARN messager est l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme, elle doit obéir à certains critères, comme on disait tout à l'heure. Elle doit contenir l'information nécessaire pour la synthèse d'une protéine, ceci est prouvé à travers cette expérience. Elle doit être présente dans le noyau, elle doit être présente dans le noyau et dans le cytoplasme. Donc là, on va travailler sur une autre expérience, qui est l'expérience de Goldstein et Paul. Cette expérience a été réalisée en 1955. Donc on va lire l'énoncé de cette expérience. Donc afin de mettre en évidence quelques mécanismes de l'expression de l'information génétique, ces deux chercheurs ont réalisé les expériences suivantes sur l'amibe. Donc on a travaillé sur l'amibe, c'est un être vivant qui est unicellulaire et eucaryote, c'est-à-dire qui présente un vrai noyau qui est délimité par une membrane nucléaire. Donc les étapes de l'expérience sont représentées sont schématisées sur le document. Donc les étapes sont numérotées 1, 2, 3, 4 et 5. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette expérience? Donc les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont travaillé sur l'amibe qu'ils ont désigné par A1.
ils ont cultivé, si vous voulez, cette amibe dans un milieu contenant le phosphore 32 radioactif. Après, ils ont constaté que la radioactivité, elle apparaît dans le noyau. C'est-à-dire que, puisque la radioactivité apparaît dans le noyau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phosphore, il a entré dans le noyau. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a énucléé une autre amibe. Ça veut dire quoi, énucléé? C'est-à-dire qu'on a extrait le noyau de cette amibe, et par la suite, on aura une amibe sans noyau. Donc, cette amibe est nucléée, et on l'a désignée par A2. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va transférer, si vous voulez, le noyau de l'amibe A1 dans le cytoplasme de l'amibe A2. Qu'est-ce qu'on constate? On a constaté que la radioactivité, elle a diffusé du noyau vers le cytoplasme. Donc, comme on le voit nettement ici au niveau du résultat, au niveau de 5, donc apparition de la radioactivité dans le cytoplasme de l'amibe A2. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Donc, ça va nous servir pour, bien sûr, déterminer l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Donc, on peut déduire que l'intermédiaire, elle contient le phosphore, elle se forme au niveau ou bien elle entre dans la synthèse de cet intermédiaire au niveau du noyau, et elle quitte le noyau vers le cytoplasme, bien sûr, pour qu'il aille la lecture de cette information pour bien sûr donner une protéine. Donc, pour confirmer ça, on a travaillé sur une autre expérience. Donc, pour mettre en évidence la molécule responsable du transfert de la radioactivité du noyau vers le cytoplasme, et par la suite, la molécule qui sera l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme, l'expérience précédente, cette expérience, a été réalisée une deuxième fois, mais cette fois-ci en traitant l'amibe A2 avec une enzyme qu'on appelle l'ARNase. Cette enzyme, elle dégrade les ARN. Et qu'est-ce qu'on observe ou qu'est-ce qu'on constate? On constate l'absence de la radioactivité dans le cytoplasme de cette amibe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'on a utilisé l'enzyme l'ARNase qui dégrade l'ARN, et il n'y a plus de diffusion, si vous voulez, ou bien diffusion de la radioactivité du noyau vers le cytoplasme, ça veut dire que la molécule radioactive, c'est l'ARN. Il a été dégradé par l'ARNase. Donc cette expérience montre qu'il existe une molécule contenant le phosphore et qui est synthétisée dans le noyau et elle est transférée vers le cytoplasme. Donc ce sont les critères, si vous voulez, de l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme et qui doit contenir, bien sûr, l'information génétique pour la synthèse des protéines, si vous voulez. Cette expérience a mis en évidence également que cette molécule est un acide ribonucléique, ARN, acide ribonucléique. Cette molécule sert d'intermédiaire au cours de l'expression des gènes. C'est la raison pour laquelle ces ARN sont qualifiés de messagers et on les désigne par ARNM. Récapitulons. À travers ces expériences, on a pu mettre en évidence une molécule qui est l'ARNN, c'est-à-dire l'acide ribonucléique, et on a pu mettre en évidence ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est synthétisé au niveau du noyau et qu'il est transféré vers le cytoplasme, le siège de la synthèse des protéines. Et par la suite, l'ARN, c'est la molécule intermédiaire entre le noyau et le messager entre le noyau et le cytoplasme.
Donc c'est lui qui porte l'information nécessaire pour la synthèse des protéines, quand on dit la synthèse, la séquence des acides aminés. Puisque l'ARN messager, bien sûr, puisque l'ARN messager contient l'information nécessaire pour la synthèse des protéines, donc on doit étudier sa structure et sa composition chimique, bien sûr, pour savoir comment se forme l'ARN messager et comment elle induit ou bien elle commande la synthèse des protéines. Donc là, bien sûr, pour étudier la composition chimique de l'ARN, on va procéder à des expériences d'hydrolyse totale et des expériences d'hydrolyse partielle. L'hydrolyse totale de l'ARN montre qu'il est formé par un groupement phosphate, un sucre qui est un ribose, et puis des bases azotées qui sont au nombre de 4, l'adenine, le guanine, cytosine et l'uracile. L'hydrolyse partielle montre que ces éléments sont groupés sous forme de nucléotides comme il a été vu au niveau de l'ADN. Et par la suite, on peut montrer que, ou bien on peut déduire que l'ARN est formé par la succession de 4 nucléotides qui diffèrent bien sûr au niveau de leur base azotée. On a des nucléotides avec une base, avec l'adenine, un autre avec l'uracile, un autre nucléotide qui porte la base cytosine et le dernier avec la guanine. Donc l'ARN, c'est un polynucléotide, c'est-à-dire qui est formé par la succession, si vous voulez, de plusieurs nucléotides. Maintenant, on va voir comment se fait l'enchaînement de ces nucléotides pour former ou bien pour donner la structure de l'ARN messager. Donc le schéma suivant nous montre l'organisation ou bien la relation entre ces différents nucléotides pour former la structure de l'ARN. Comme on le voit ici, donc l'ARN elle est formée par la succession de plusieurs nucléotides. Voilà. On a le ribose, le sucre ribose qui est lié à un phosphate, le phosphate lié à un ribose, etc. Et chaque sucre, qui est le ribose, elle est lié à une base azotée. Donc de là, on peut déduire que la succession, si vous voulez, sucre, groupement phosphate, elle joue un rôle de charpente ou bien de squelette qui permet de maintenir ou bien la succession des bases azotées. Donc, on voit également que la structure de l'ARN, elle est formée par un seul brin, à la différence de l'ADN. Donc, il s'agit d'une molécule monocaténaire, c'est-à-dire formée par une seule chaîne de nucléotides. Donc, l'ARN, elle est monocaténaire. Donc, l'ARN messager, c'est une molécule monocaténaire, c'est-à-dire qu'il est formé par un seul brin. C'est un acide nucléique constitué d'un enchaînement de nucléotides, c'est-à-dire un ensemble, une suite de nucléotides. Chaque nucléotide de l'ARN est constitué de, premièrement, un sucre à 5 atomes de carbone et qu'on appelle le ribose, dont les atomes de carbone sont numérotés de 1', 2', 3', 4' et 5'. Une base azotée, on a 4 bases azotées, l'adenine, cytosine, guanine, l'uracile. Et puis un acide phosphorique. Maintenant, passons à la comparaison entre la structure des deux molécules, l'ADN et l'ARN, puisqu'ils sont tous les deux des polymères nucléotides, Donc, on a ici un tableau. Donc, on va essayer de comparer l'ADN et l'ARN. On va comparer le nombre de brins aux deux chaînes. Bien sûr, cette comparaison des structures pour voir comment se fait la synthèse de l'ARN. Et on va comparer le nombre de brins aux deux chaînes, puis la structure moléculaire,
le type de glycide contenu dans la molécule, dans l'acide nucléique, et puis les bases azotées formant la molécule d'ADN ou d'ARN. Donc on voit ici que l'ADN elle est formée par deux brins, donc elle est bicaténaire, elle est formée par deux brins ou bien deux chaînes, elle est en double hélice. Par contre l'ARN elle est formée par un seul brin, elle est monocaténaire. Le glycide, donc les deux molécules, ils diffèrent au niveau du type de glycide. Ce sont tous des pentoses, c'est-à-dire des sucres à 5 carbones. Mais le sucre qui forme l'ADN, c'est un désoxyribose. C'est un ribose, mais qui n'a pas un oxygène, dont on a enlevé un oxygène. Par contre, l'ARN, il est formé par un sucre qui est le ribose. Les bases azotées formant les deux molécules qui portent l'information génétique. Bon, l'ADN il est formé par l'adenine, le guanine, cytosine et thymine. Par contre, l'ARN, elle est formée par l'adenine, guanine, cytosine, l'uracile. Donc, en faisant la comparaison entre les bases azotées de l'ADN et l'ARN, on voit qu'ils présentent trois bases azotées identiques, mais ils diffèrent uniquement au niveau d'une seule base azotée. On trouve la thymine au niveau de la molécule d'ADN et l'uracile au niveau de l'ARN. Donc, récapitulons. Donc, l'ADN, c'est une molécule bicaténaire qui contient l'adenine, guanine, cytosine et thymine, avec un sucre qui est le désoxyribose. L'ARN, c'est une molécule monocaténaire avec un sucre qui est le ribose et avec des bases azotées adenine, guanine, cytosine et uracile. Donc maintenant, on va voir comment est synthétisé l'ARN messager. Donc cette comparaison va nous servir pour savoir comment se fait la synthèse de l'ARN messager. Donc bien sûr, pour savoir comment se fait la synthèse de l'ARN messager, on va procéder à l'observation au microscope électronique de gènes en activité, c'est-à-dire des gènes qui sont en train de s'exprimer pour former des protéines. Et bien sûr, lors de l'expression, il y aura synthèse de l'ARN messager parce que c'est la molécule qui sera intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Donc, l'observation microscopique au microscope électronique montre des structures qui ont une forme de plume. Donc, l'analyse détaillée de ces structures montre que le filament à l'intérieur, c'est un ADN. Par contre, les autres filaments, ce sont des ARN. Et puisque ces ARN sont attachés à l'ADN, on peut dire logiquement que que l'ARN se forme à partir de l'ADN, surtout que la taille ou bien la longueur de l'ARN, on voit qu'il s'allonge, bien sûr, au fur et à mesure qu'on s'éloigne au niveau du gène qui va être exprimé. Donc là, on a le début de la synthèse, là, à la fin de la synthèse, donc ce qui montre bien que l'ARN messager se forme à partir bien sûr, à partir de l'ADN. Donc l'ARN, il est synthétisé à partir de l'ADN. Maintenant, on va voir comment se fait cette synthèse, c'est-à-dire le mécanisme de la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN. Donc le mécanisme de la transcription de l'ADN en ARN messager. Donc là, on voit la molécule d'ADN bicaténaire. Voilà. On a une molécule qui est essentielle pour la synthèse de l'ARN qu'on appelle l'ARN polymérase. Et on voit ici une molécule d'ARN en train de se former, en train de se synthétiser. Donc lors de la synthèse ou bien de la transcription, c'est-à-dire la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN qu'on appelle la transcription, on a une ouverture des deux brins et déroulement des deux brins, ce qui va faciliter à l'ARN polymérase de faire la synthèse de l'ARN messager. Donc l'ARN polymérase, c'est une enzyme qui est responsable de la transcription, c'est-à-dire la synthèse du brin d'ADN. Et on voit que, pour voir comment se fait cette synthèse, on va voir l'ARN polymérase. Donc on va voir les détails ici. Donc là, on a l'ouverture des deux brins, et on voit l'ARN messager qui est en train de se former. Et on voit que l'ARN polymérase recourt à
l'assemblage, si vous voulez, des nucléotides en respectant la complémentarité des bases. Donc, par exemple, A, en face de A, on va mettre U, hein, au lieu de T, donc U, parce qu'au niveau de l'ARN, il n'y a pas de T. Au niveau de T, ou bien à côté de T, on met A, C, G, etc. Donc, la synthèse, ou bien la transcription de l'ADN se fait à l'aide d'une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Là, on voit les nucléotides libres précurseurs qui permettent, bien sûr, la synthèse et l'élongation de l'ARN messager. Donc, la transcription débute par l'ouverture ou le déroulement d'une petite portion de la double hélice d'ADN. L'opération de transcription elle est catalysée par l'ARN polymérase. Elle progresse dans le sens 5', 3'. Cette enzyme il incorpore les nucléotides par complémentarité avec l'un des brins de l'ADN. G se place en face de C, C en face de G, A en face de T, U en face de A. Le brin d'ARN ainsi produit est donc complémentaire du brin d'ADN qui a servi de matrice appelée brin transcrit, brin de polarité 3', 5'. Donc, avec ceci, on a fini cette séance. Merci pour votre attention.